Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Comprendre le Lightning Network. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisqu'il ne sera pas directement consacré à Lightning, mais plutôt à Bitcoin. Après, donc, bon, c'est pas très surprenant puisqu'on l'a vu, donc Lightning c'est basé sur Bitcoin, c'est un réseau de surcouche au-dessus de Bitcoin, et donc c'est normal si quelques prérequis sont indispensables pour bien comprendre Lightning. Et aujourd'hui, du coup, on va faire des petits rappels sur les adresses Bitcoin et puis voir ce que sont les UTXO et comment fonctionnent vraiment les transactions Bitcoin. C'est parti. Donc d'abord, pour rappel, donc une adresse Bitcoin, c'est un nombre qu'on représente sous format hexadécimal souvent, donc avec des chiffres et des lettres. Et cette adresse, elle provient, donc c'est-à-dire qu'elle est dérivée, elle est calculée à partir d'une clé publique, qui elle-même est calculée à partir d'une clé privée. Et donc la clé privée, comme son nom l'indique, c'est un élément secret qu'on ne doit pas partager, et par contre la clé publique et l'adresse peuvent être partagées. Une note aussi ici sur la manière dont j'ai représenté clé privée et clé publique, parce que c'est une représentation que j'adopterai dans tous les épisodes suivants, c'est-à-dire qu'on va représenter la clé privée à la verticale et la clé publique à l'horizontale, pour bien les différencier dans les schémas. Et une note aussi sur les couleurs, souvent Alice sera représentée en bleu et Bob en rouge, voilà, pour bien situer les deux protagonistes. Et donc maintenant qu'on a fait ces petits rappels sur clé privée, clé publique et adresse, on va voir un peu les transactions sur Bitcoin. Donc une transaction, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est juste qu'on envoie des Bitcoins d'une adresse à une autre. Et donc Alice envoie ici 0,002 Bitcoin, donc c'est-à-dire 2 millibitcoins. Donc de la même manière qu'on parle de millimètres, on peut parler de millibitcoin pour 1 millième de Bitcoin. Et donc Alice ici envoie 2 millibitcoins à Bob. Donc autrement dit, Alice envoie 2 millibitcoins d'une de ses adresses, c'est-à-dire d'une des adresses dont elle connaît la clé privée, à Bob, c'est-à-dire sur une adresse que a priori Bob contrôle, c'est-à-dire dont lui seul connaît la clé privée. Et ce qui se passe, c'est que pour qu'Alice fasse cette transaction, elle doit la signer avec la clé privée qui correspond à cette adresse. Maintenant, essayons de voir un peu plus en profondeur ce qui se passe vraiment. En fait, sur Bitcoin, les fonds sur une adresse sont bloqués par ce qu'on appelle un script. Et donc un script, c'est tout simplement quelque chose, une espèce de petit programme, si on veut, qui va vérifier si certaines conditions sont remplies, et il ne va permettre de dépenser les fonds bloqués par ce script que si ces conditions sont remplies. Et donc, bien entendu, en général, les scripts qui bloquent les fonds sur Bitcoin sont assez simples et ils ne demandent de satisfaire qu'une seule condition, qui est de pouvoir fournir une signature avec la clé privée qui correspond à l'adresse d'où on veut envoyer les fonds. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que fait Alice quand elle signe la transaction. Elle fournit bien une signature à partir de la clé privée correspondant à l'adresse. Et donc, c'est ce qui lui permet de débloquer les fonds et de les envoyer ailleurs. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire les envoyer ailleurs? Eh bien, ça veut dire attacher à ces fonds un nouveau script qui, cette fois-ci, pour pouvoir être débloqué, demandera une nouvelle condition. Et en l'occurrence, la nouvelle condition, c'est de fournir une signature, mais avec la clé privée de Bob, c'est-à-dire la clé privée associée à l'adresse de Bob. Donc autrement dit, ce que fait Alice ici quand elle fait une transaction, ce qu'elle écrit dans la transaction et ce qui sera diffusé sur le réseau, c'est d'une part les fonds qu'elle s'est envoyés, la signature qui correspond à l'adresse où se trouvent ces fonds, et donc ce qui permet de montrer qu'elle a bien débloqué le script, qu'elle a bien déverrouillé le script et qu'on donc elle peut envoyer les fonds. Et ensuite, ce qu'elle va mettre aussi, c'est le nouveau script qu'elle met sur ses fonds, et c'est-à-dire ce script qui correspond maintenant à l'adresse de Bob. C'est-à-dire un script qui dit, maintenant, pour défoncer les fonds, il faut signer une transaction, mais avec la clé privée qui correspond à cette adresse, et qui est celle de Bob en l'occurrence. Et c'est ainsi que les fonds sur Bitcoin sont envoyés d'une adresse à l'autre au sein de transactions. Alors je parle de fonds, mais on peut même être encore un tout petit peu plus précis. Sur Bitcoin, quand on parle d'envoyer des fonds, en fait, ce qu'on envoie et ce qu'on échange, c'est ce qu'on appelle des UTXO. Donc en anglais, c'est l'acronyme de Unspent Transaction Output, qu'on pourrait traduire par sortie de transaction non dépensée. Donc à chaque fois qu'on fait une transaction, les fonds qui reçoivent un nouveau script, c'est ça finalement une UTXO. Et donc un UTXO,
c'est un paquet de Bitcoin, donc c'est un montant en Bitcoin, et donc ce montant, ça peut être un peu n'importe quoi, ça peut être 2000 Bitcoin, ça peut être 8 Bitcoin, ça peut être un millionième de Bitcoin, ça peut être 6,15 Bitcoin, ça peut être vraiment des valeurs un peu arbitraires, ce qu'on veut. Euh, et donc c'est ces UTXO qu'on s'échange. Et donc quand je disais tout à l'heure que Alice, elle déverrouille le script qui bloque les fonds sur cette adresse, en fait le script, ce qu'il bloque, c'est un UTXO. Il pourrait y avoir éventuellement plusieurs UTXO sur la même adresse, et donc bloquer chacun par un script différent. En pratique, c'est pas recommandé, c'est une mauvaise pratique, et donc normalement on a un UTXO par adresse, pour des raisons de confidentialité de vie privée, mais ça serait possible. Et donc en fait, les scripts, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent les UTXO, et pour pouvoir dépenser un UTXO, c'est-à-dire l'envoyer ailleurs, eh bien il faut satisfaire à la condition du script. Donc en l'occurrence, ici, c'est signer la transaction avec la clé privée correspondant à l'adresse où se trouve l'UTXO, et ensuite on envoie les fonds, et pour les envoyer sur une autre adresse, eh bien on va mettre un nouveau script sur cet UTXO, et donc ce nouveau script, en l'occurrence, je le répète, c'est un script dont la condition est de signer avec la clé privée qui correspond à la nouvelle adresse où se trouve l'UTXO. Ce qu'on note ici, du coup, c'est que quand Alice déverrouille le script, eh bien elle déverrouille l'entièreté de l'UTXO. Et ensuite, elle peut en disposer, et elle peut en faire ce qu'elle veut, mais elle doit donc déverrouiller tout l'UTXO. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment faire si Alice, elle ne veut pas tout envoyer à Bob. Donc Alice, on l'a vu, elle a 2000 bitcoins de son côté, et dans le cas précédent, elle voulait envoyer les 2000 bitcoins à Bob. On notera d'ailleurs au passage qu'on a négligé les frais de transaction pour plus de simplicité. Mais donc, ces 2000 bitcoins, maintenant, elle ne veut pas en envoyer l'intégralité à Bob, elle veut juste lui envoyer 1,5 millibitcoin. Et donc les 5 millibitcoins, eh ben, ils vont le rester à Alice, et il faut qu'elle se les renvoie à elle-même. Et elle se les renvoie sur une adresse qu'on appelle une change address. Donc c'est une adresse en fait de monnaie, c'est-à-dire au sens où elle se rend la monnaie à elle-même, Alice. Et donc ce qu'elle fait tout simplement, c'est que comme auparavant, elle signe la transaction avec sa clé privée, ce qui permet donc de déverrouiller l'UTXO, de déverrouiller le script plus précisément. Et donc ensuite, elle peut fragmenter, si on veut, l'UTXO en autant de plus petits UTXO qu'elle le souhaite. Et donc en l'occurrence, il faut qu'elle la fragmente en deux UTXO séparés. Une UTXO de 1,5 millibitcoin qu'elle va envoyer à Bob, et une UTXO de 0,5 millibitcoin qu'elle va se renvoyer à elle-même sur une nouvelle adresse. Et donc autrement dit, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va associer un script, donc elle va bloquer la première UTXO, celle que l'on envoie à Bob de 1,5 millibitcoin, elle va la bloquer avec un script dont la condition de dépense est de fournir une signature avec la clé privée de Bob, et un deuxième UTXO qu'elle va donc bloquer avec un script dont la condition de dépense est de fournir une signature qui correspond cette fois-ci à la clé privée de la nouvelle adresse d'Alice, qui finit donc en J9. Et donc c'est ainsi qu'on peut faire des transactions des montants qu'on veut, en récupérant les fonds qui seraient en excédent dans l'UTXO qu'on a utilisé pour faire la dépense. Bien, maintenant qu'on a revu ou vu pour la première fois le fonctionnement des UTXO et donc des transactions Bitcoin de manière générale, un petit point aussi sur un autre aspect qui nous sera très utile pour comprendre le réseau Lightning, c'est les adresses Bitcoin multisignatures. On l'a vu dans les cas précédents, de transactions précédents, quand on faisait une transaction, on avait une adresse, et donc cette adresse, elle provenait d'une clé publique, et cette clé publique provenait d'une clé privée. Et bien en fait, c'est possible de créer une adresse aussi à partir de plusieurs clés publiques, et donc de plusieurs clés privées. Et c'est ce qu'on appelle une adresse multisignature. Et alors, le cas qui est utile dans le cas du réseau Lightning, c'est les adresses multisignatures générées à partir de deux clés publiques. Et un cas particulier de ces adresses multisignatures générées à partir de deux clés publiques, où en plus, pour faire une transaction, il faut utiliser les deux clés privées. Et donc c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle des adresses multisignatures 2 pour 2. Donc 2 pour 2, ça veut dire que l'adresse d'une part a été générée à partir de deux clés publiques, et que d'autre part, pour faire une dépense depuis cette adresse, c'est-à-dire pour dépenser des bitcoins qui se trouvent sur cette adresse, il faut signer avec les deux clés privées. Parce qu'on peut aussi avoir des adresses multisignatures, par exemple one of two, où il suffit d'une seule des deux clés privées pour dépenser les fonds.
Mais sur Lightning, ce qu'on utilise, c'est des two of two. Donc il faut les deux clés privées. Donc c'est-à-dire qu'il faut que si Alice et Bob créent une adresse multisignature ensemble, il faut que les deux signent la transaction pour pouvoir dépenser des fonds. Et donc c'est ce qu'on voit ici avec ce cadenas bicolore, c'est-à-dire que le script, maintenant, pour pouvoir être débloqué, donc pouvoir dépenser les fonds, il y a deux conditions. Il y a la signature par la clé privée d'Alice et la signature par la clé privée de Bob. Donc que faut-il retenir de ce petit épisode hors série? Donc on a eu un rappel sur les clés privées, clés publiques, adresses, comment les adresses sont dérivées des clés publiques, elles-mêmes dérivées des clés privées. Et puis cette petite notation à retenir, les clés privées à la verticale et les clés publiques à l'horizontale, puisqu'on l'utilisera dans tous les schémas. On a vu aussi la notion d'UTXO, donc ce sont ces paquets de Bitcoin qu'on échange, qui sont bloqués par des scripts, et donc on débloque ces scripts dans certaines conditions, et la condition la plus courante aujourd'hui sur les transactions Bitcoin, c'est de signer avec la clé privée correspondant à l'adresse où se trouve l'UTXO. Et on a vu aussi la notion d'adresse multisignature, et en particulier les adresses multisignature 2 pour 2, c'est-à-dire générées à partir de deux clés publiques, et où les deux clés privées sont nécessaires pour faire une dépense. Et voilà qui clôt cet épisode hors série consacré à Bitcoin, qui nous permettra de mieux appréhender le prochain épisode sur Lightning qui sera consacré à l'ouverture de canaux.